Bonsoir mes chers compatriotes, vous tous qui vous trouvez éparpillés dans le monde et bienvenue à Inside News RDC. Une intense activité diplomatique entoure à nouveau la République démocratique du Congo. Les visites répétées du président Félix Tshisekedi à Luanda ces derniers jours cristallisent autant les espoirs d'une désescalade que les interrogations sur la finalité de cette nouvelle séquence. Pendant que les capitales africaines s'agitent, la situation sur le terrain, elle, continue de se dégrader, laissant des millions de nos compatriotes dans l'angoisse et le dénuement. Ce soir, dernier long journal de cette semaine avant le week-end. Nous allons au-delà des communiqués officiels pour vous proposer une analyse impartiale de l'initiative angolaise. Est-elle une solution ou une énième tentative sans lendemain? Nous décrypterons ensuite la guerre des récits qui se joue à Goma, où le mouvement rebelle AFC M23 a organisé des funérailles publiques. Une cérémonie que Kinshasa et la société civile qualifient de mise en scène macabre. Nous plongerons également dans les racines profondes du conflit RDC-Rwanda, au-delà du M23, pour comprendre les enjeux économiques et politiques qui alimentent cette guerre. Enfin, nous nous pencherons sur les promesses de réforme au sein de notre appareil judiciaire, confronté à la réalité des arrestations politiques et à une crise humanitaire criante dans nos prisons. Ce soir, nous demandons, derrière le balai des cortèges présidentiels et la cruauté des mises en scène macabres, qui se soucie encore de la paix pour les Congolais? C'est ce que nous allons examiner ensemble. Les allers-retours présidentiels entre Kinshasa et Luanda dessinent une nouvelle dynamique diplomatique. Face à l'inertie des processus de paix existants, l'Angola, sous la présidence de João Lourenço à l'Union africaine, reprend la main. Les déclarations officielles se veulent rassurantes. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a insisté. Cette initiative ne vise pas à remplacer les processus de Washington et de Doha, mais bien à créer une synergie pour que les efforts combinés ramènent la paix. Au terme des échanges, le président João Lourenço a lancé un appel fort à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, insistant sur le respect des accords déjà signés. Le président Félix Tshisekedi a qualifié les propositions de son homologue de très intéressantes, affirmant que Kinshasa y souscrit totalement et attend désormais la réaction des autres parties. Il a même pris les devants face aux suspicions potentielles. Que l'esprit malin ne vienne pas qualifier le président João Lourenço de vouloir s'accaparer de quoi que ce soit. Il est en faveur de la paix. Cette intense consultation régionale s'est d'ailleurs élargie, puisqu'un émissaire présidentiel a été dépêché à Brazzaville pour informer le président Denis Sassou Nguesso. Cependant, cette effervescence dans les palais présidentiels se heurte à une réalité brutale sur le terrain. Les sources concordantes décrivent une situation sécuritaire qui reste préoccupante et qui se dégrade, comme en témoigne la prise récente de la ville stratégique d'Uvira, dans le Sud Kivu, par l'AFC M23. Ce grand écart entre les intentions affichées et les violences qui perdurent soulève des questions fondamentales. Que deviendra cette initiative après la fin du mandat de l'Angola à la tête de l'Union africaine en février prochain? Quelle place restera-t-il au médiateur togolais Faure Gnassingbé? Au-delà des communiqués et des poignées de main, quelles garanties concrètes les Congolais de l'Est ont-ils que cette nouvelle séquence diplomatique ne sera pas une énième initiative sans lendemain? Comment traduire cette agitation diplomatique en avancées réelles et perceptibles pour des populations qui aujourd'hui encore fuient les combats et enterrent leurs morts? Pendant que les capitales discutent de la paix, une autre guerre, celle des symboles et de la propagande, se déroule sur le terrain même du conflit. Ce jeudi 8 janvier, le stade de l'unité de Goma a été le théâtre d'une cérémonie funèbre orchestrée par l'Alliance Fleuve Congo et sa branche armée, le M23. 22 cercueils y ont été exposés pour officiellement rendre hommage aux victimes civiles de bombardements survenus à Masisi. Deux récits irréconciliables s'affrontent désormais. D'un côté, celui de la rébellion.
Corneille Nangaa, son coordonnateur, a pointé un doigt accusateur vers Kinshasa, dénonçant un bombardement aveugle mené par le régime. Une tentative claire de se positionner en protecteur des populations civiles meurtries. De l'autre côté, la réponse cinglante de Kinshasa et de la société civile. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a fustigé une mise en scène macabre et le paroxysme de l'indécence. Ces propos sont corroborés par les activistes sur le terrain qui parlent de profanation. Selon Bénédiction Mourabazi de la Lucha, sur les 22 cercueils exposés, seules 5 victimes provenaient du bombardement de Masisi. Les autres corps auraient été arrachés de force à la morgue de l'hôpital général de référence de Masisi, sans l'accord des familles, pour les transformer en outils de propagande. L'ONG Mwanamke Anaweza parle d'une profanation inqualifiable. L'activiste Bénédiction Mourabazi résume l'indignation générale en une phrase terrible de vérité: le bourreau ne peut pas se faire pleureur. La stratégie derrière cet événement est limpide: se poser en victime pour manipuler l'opinion publique internationale. Cette instrumentalisation de la mort, où des dépouilles sont privées de la dignité d'un deuil familial, pour servir une cause politique et militaire, révèle la cruauté d'une guerre où tous les coups semblent permis. Mais cette démonstration de force médiatique peine à masquer les fissures qui lézardent de l'intérieur le mouvement rebelle. Au rapport récent du groupe d'experts des Nations Unies lève le voile sur la cohésion interne de l'AFC M23, et le tableau est loin d'être celui d'une force unie et volontaire. Le document met en lumière des failles béantes, nourries par des méthodes brutales qui sapent le moral des troupes. Les conclusions des enquêteurs sont sans appel. Le recrutement forcé est systématique, avec des hommes et des garçons, parfois mineurs, rassemblés sous de faux prétextes et enrôlés contre leur gré. Les conditions de vie sont inhumaines, les recrues étant contraintes d'endurer la faim, des maladies non soignées, des tortures et des châtiments corporels. La désertion est punie de mort. Toute tentative de fuite des centres d'entraînement, comme Rumangabo ou Changzhou, étant sanctionnée par des exécutions sommaires. Enfin, la méfiance règne au sein même du commandement, qui n'accorde qu'une confiance limitée à ses propres recrues, souvent mal équipés, non armés et envoyés en première ligne sous la contrainte. Cet taux élevé de désertion révèle que la loyauté au sein du mouvement est maintenue principalement par des moyens coercitifs. Malgré les chiffres de diplômés annoncés en grande pompe après des formations, 7430 puis 9305 commandos selon le M23, ces nombres n'ont pu être corroborés par les Nations Unies. La rébellion peine à consolider ses rangs. Cette réalité contraste fortement avec l'image de puissance qu'elle cherche à projeter. Ce fossé entre la propagande et la réalité est saisissant. D'un côté, une organisation qui se met en scène en pleureur, de l'autre, un mouvement qui peine à préserver la loyauté dans ses rangs et use de moyens coercitifs pour maintenir son emprise. Pour saisir la complexité de la crise qui déchire notre pays, il est impératif de regarder au-delà du symptôme qu'est le M23. Les racines du conflit sont profondes, historiques, économiques, et elles impliquent non seulement le Rwanda, mais aussi et surtout les faiblesses structurelles de la RDC. Un débat violent oppose deux visions de la guerre des minerais. La première avance que le Rwanda est devenu une plateforme de transit pour une raison simple. L'Union européenne aurait d'abord proposé son accord de traçabilité des minerais à la RDC, qu'il a refusé avant que Kigali ne l'accepte. Ajoutez à cela des infrastructures routières en meilleur état côté rwandais et une taxation jugée punitive en RDC. Et vous obtenez un circuit d'exportation de facto. La contre-argumentation est cinglante. Cet accord est un contrat de bandits, de pilleurs, de voleurs, et le Rwanda n'est qu'un receleur. Cette traçabilité serait une ruse, car elle s'opère dans des entrepôts à Kigali, loin des mines, rendant toute vérification sur le travail des enfants ou l'origine illégale des minerais impossible.
Mais au-delà de cette prédation, une analyse douloureuse pointe la responsabilité congolaise. Comme le rappellent des observateurs, la RDC n'a jamais été maîtresse de son destin. De la propriété du roi Léopold II à la fourniture de l'uranium pour Hiroshima. Cette histoire a forgé un État fragile. Voir aujourd'hui ce géant de 102 millions d'habitants pleurnicher face aux petits poussets rwandais est pour beaucoup une honte qui souligne la défaillance de nos propres institutions et d'une armée notoirement infiltrée. L'histoire récente est cruelle. Ce sont des Congolais, comme Kabila père, qui sont allés chercher le diable pour amener dans leur maison. Ces faits nous obligent à nous poser des questions fondamentales. Si les causes profondes du conflit sont autant internes qu'externes, les solutions peuvent-elles venir uniquement de l'extérieur? La RDC peut-elle espérer la paix sans une refondation complète de son armée, de son administration et de sa gouvernance minière? Cette fragilité interne du M23 est-elle le véritable levier que la diplomatie ignore? En se concentrant uniquement sur ses parrains extérieurs, les défis de la République démocratique du Congo ne se limitent cependant pas à la sphère militaire. Ils s'étendent profondément à l'état de ses propres institutions, à commencer par un pilier essentiel de l'état de droit, la justice. Un appareil judiciaire indépendant, efficace et crédible est le socle de la stabilité de tout État. C'est le garant des libertés et le bouclier contre l'arbitraire. Conscient de ce rôle crucial, le nouveau ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a affiché ses ambitions. Son discours officiel pour 2026 est celui de la rupture. Il promet d'intensifier la lutte contre la corruption, de réfectionner les prisons et surtout de dépolitiser un ministère qu'il a trouvé fonctionnant comme un parti politique. Il a dressé un constat sévère de l'institution qu'il a trouvée et a affirmé sa volonté d'instaurer une administration impersonnelle. Pour appuyer cette volonté de réforme, le ministre avance des résultats concrets. Il cite la formation de 100 officiers de police judiciaire, mais surtout la mise en ordre du système de libération conditionnelle. Face à 800 demandes, il a fallu stopper des gens qui ont commencé à financer ces opérations pour qu'ils puissent libérer des personnes qui n'étaient pas détenues, avant de pouvoir accorder 270 détenus ayant bénéficié de libération conditionnelle rigoureuse, strictement encadrée par la loi. Cependant, ce discours et ces chiffres sont mis à rude épreuve par une autre réalité. Interrogé sur les arrestations récentes de plusieurs figures de l'opposition, dont Ramazani Shadari, Parole Camisello ou Nathanaël Onokomba, le ministre justifie « Chaque citoyen qui enfreint la loi doit en répondre », faisant notamment référence au très controversé Code du numérique. Cette déclaration crée une tension palpable. Comment concilier la promesse d'une justice impartiale et la perception, partagée par beaucoup, d'une justice instrumentalisée pour museler les voix dissidentes? La crédibilité de la réforme se jouera sur cette ligne de crête. La ligne est fine entre la nécessaire application de la loi et la perception d'une justice instrumentalisée à des fins politiques. Et pendant que le ministre promet la réfection des prisons à Kinshasa, cette ambition se heurte à une réalité brutale à des centaines de kilomètres de là, où l'État semble avoir tout simplement oublié ses responsabilités les plus élémentaires. La prison centrale de Chikapa, dans la province du Kasaï, est au bord de l'asphyxie. Depuis près de 6 mois, l'établissement n'a reçu aucune subvention du gouvernement central. Les conséquences sont catastrophiques. Le directeur de la prison, Jean-Pierre Bopia Kapanga, a lancé un véritable cri d'alarme. La pénurie alimentaire est totale et la promiscuité y est devenue alarmante. Plus de 300 détenus, parmi lesquels des femmes et des mineurs, s'entassent dans un bâtiment conçu à l'époque coloniale pour une capacité bien inférieure. Ils peinent aujourd'hui à se nourrir. Cette situation révèle une double faillite. Celle de la chaîne administrative de l'État, incapable d'assurer le fonctionnement de ses propres structures,
et celle du respect des droits humains les plus fondamentaux. Même privées de liberté, des personnes sous la responsabilité de l'État sont aujourd'hui abandonnées à leur sort. Ce sentiment d'abandon et d'insécurité ne se limite pas aux murs des prisons. Il frappe également le cœur de la capitale et son élite intellectuelle. La communauté académique de Kinshasa est en deuil et en colère. Dans la nuit du 8 janvier, vers 1h du matin, des bandits armés se sont introduits au domicile du professeur Mathieu Abata Diabar, au plateau des professeurs, dans la commune de Lemba. Professeur au département de lettres et civilisation française de l'université de Kinshasa, il a été abattu de plusieurs balles. Un policier suspecté d'avoir été présent sur les lieux au moment du drame a été arrêté, ajoutant le trouble à la tragédie. Cet assassinat a provoqué une onde de choc. La ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Thérèse Sombo, a condamné un acte odieux. L'Association des professeurs de l'UNIKIN, APUKIN, a suspendu toutes les activités et a appelé à un sit-in. Ce meurtre est plus qu'un fait divers. Il est le symbole de l'insécurité grandissante qui n'épargne plus personne à Kinshasa et qui frappe aujourd'hui le savoir au cœur même de la capitale. Ces crises internes résonnent sur la scène internationale où d'autres événements suscitent des réactions contrastées sur notre continent. La récente capture du dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro par les forces spéciales américaines a provoqué une onde de choc bien au-delà des Amériques, révélant les lignes de faille de la diplomatie africaine. Selon l'analyse du professeur Roger-Claude Liwanga, on distingue 3 postures distinctes sur le continent. D'un côté, le camp légaliste, incarné par l'Union africaine et l'Afrique du Sud, qui a immédiatement condamné l'opération au nom du respect de la souveraineté des États et du principe de non-ingérence. Une solidarité politique héritée du non-alignement s'exprime également, notamment au Sénégal. De l'autre, un camp plus pragmatique, comme la Somalie, qui y voit une opportunité pour une alternance politique, un précédent pour l'alternance. Cette division, explique le professeur Liwanga, traduit moins une fracture idéologique qu'une pluralité des priorités nationales. Pour certains dirigeants africains, l'extraterritorialité du droit américain agit comme un signal d'alerte politique, ravivant des craintes liées à l'extraterritorialité du droit américain et la peur d'interventions extérieures. L'affaire Maduro montre un continent qui, loin de parler d'une seule voix, réagit en fonction de ses propres vulnérabilités et de ses alliances géopolitiques. Cette fragmentation de la vision africaine trouve un écho dans d'autres décisions internationales aux conséquences bien réelles pour nos compatriotes, et ce, à des milliers de kilomètres de chez nous. La suite des brèves à travers le monde et le pays. Est-ce la fin du rêve américain? L'administration Trump a annoncé la suspension du programme Diversity Visa, plus connu sous le nom de Loterie Visa. La justification officielle avancée par la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem et la sécurité nationale, après une fusillade à l'université Brown. Cette décision met un terme brutal aux espoirs de milliers de jeunes Africains pour qui ce visa représentait la promesse d'une vie meilleure. Pour beaucoup, une porte vient de se fermer. Cette décision brise un rêve nourri depuis des décennies et transforme ce qui était perçu comme une ruée vers l'or moderne en une désillusion douloureuse. Les passeports diplomatiques pour les élus. À Kinshasa, l'Assemblée nationale a lancé ce jeudi la procédure de capture des données biométriques pour l'obtention des passeports diplomatiques par les députés nationaux. Cette opération vise à encadrer la délivrance de ces documents de voyage dans un cadre institutionnel et à faciliter les déplacements officiels des représentants du peuple, conformément aux textes qui régissent l'octroi de ce titre. Une crise politique en Côte d'Ivoire. Suite aux récentes élections législatives du 27 décembre, le président Alassane Ouattara a dissous son gouvernement. Le premier ministre sortant, Robert Begré-Mambé, a été chargé d'expédier les affaires courantes en attendant la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale, ouvrant ainsi un nouveau cycle politique. Des tensions politiques dans nos provinces. La députée nationale Grace Neema, élue d'Ango,
dénonce des tentatives d'intimidation de la part du gouvernement provincial du Bas-Uélé. Ces tensions font suite à son alerte sur le drame d'Ango où 2 jeunes diplômés ont été tués par balle. L'élu estime que les accusations de récupération politique portées contre elle visent à détourner l'attention des responsabilités dans cette affaire. Finissons avec le sport. Après l'élimination des Léopards de la CAN, l'opposant Prince Epengue appelle l'État à annuler les contrats sportifs coûteux avec des clubs européens comme le FC Barcelone. Il demande que ces fonds soient réinvestis dans la Linafoot, le championnat national qu'il qualifie de moribond, et critique une équipe nationale composée quasi exclusivement de joueurs de la diaspora. Nous arrivons au terme de cette édition d'Inside News RDC, une soirée riche en actualités complexes qui nous rappelle les multiples fronts sur lesquels se joue l'avenir de notre nation. Ce que nous devons retenir ce soir, d'abord, la diplomatie de Luanda, un espoir fragile face à l'épreuve impitoyable du terrain. Ensuite, la bataille des récits autour des victimes de Masisi, qui illustre la dimension morale d'un conflit où la vérité est une arme. Il y a aussi les racines profondes du conflit RDC-Rwanda qui nous obligent à regarder au-delà du M23 et à confronter nos propres responsabilités dans la faiblesse de l'État. Puis, la justice congolaise, au pied du mur d'une réforme indispensable mais semée d'embûches. Et enfin, la fracture du continent face aux interventions étrangères, un miroir de nos propres fragilités. Pour conclure notre réflexion, je vous propose ce proverbe. Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Cette sagesse résonne particulièrement avec notre actualité. La paix durable en RDC ou la souveraineté réelle de notre nation ne sont pas des cadeaux que l'on reçoit passivement. Ce sont des trésors qui exigent d'affronter avec courage les problèmes qui nous rongent, qu'il s'agisse de la mauvaise gouvernance interne ou des agressions externes. C'est un appel à la prudence et à la responsabilité pour tous les acteurs de la crise congolaise. Car les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions inévitables et souvent douloureuses demain. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous d'Inside News RDC est pour bientôt. D'ici là, que Dieu protège la République démocratique du Congo. Malgré la tourmente, gardons l'exigence de la vérité. Prenez soin de vous. Je vous retrouverai dans quelques semaines. Bonne continuation.